Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans le 15e épisode de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français au-delà des Alpes. On est en 2021, mais je suis toujours Valentina Clemente depuis Pérouse et à Milan, avec ses panettoni, je retrouve mon confrère Cédric Canale. Bonjour Cédric et bonne année. Bonjour Valentina, meilleurs vœux à toi et meilleurs vœux à toutes et à tous. Je suis heureux qu'on se retrouve pour ce premier numéro de l'année 2021 qui est consacré au club révélation de 2020. Il s'agit de Lo Spezia et pour vous amener à découvrir cette équipe qui découvre avec brio la Serie A, eh bien on a convié notre confrère Gabriele Noli qui vit à Viareggio sur la côte à une trentaine de kilomètres au sud de la Spezia. Bonjour Gabriele. Bonjour, bonne année à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Gabriele, tu as 32 ans, tu es journaliste sportif du Corriere Fiorentino, édition toscane du Corriere della Sera, attaché de presse de la Viareggio Cup et commentateur des matchs de Serie A. Et avec Gabriele, on a aujourd'hui indifféré aussi notre ami Michele Tossani, match analyst, qui nous a fait le plaisir d'apporter régulièrement son expertise tactique. Et déjà, avant de parler football, parlons un petit peu géographie pour vous faire découvrir la Spezia, qui est réellement un bijou de la côte ligurienne, à 2 pas de la Toscane. Gabriele, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le guide de cette cité? Alors, La Spezia, c'est une ville de peu moins de 100 000 habitants. C'est l'une des 4 provinces de la Ligurie la plus au sud, face à la Toscane. Célèbre pour les golfs de la Spezia, qui est aussi célèbre et reconnu par tout le monde comme les golfs des poètes, où il y a les Porto Venere, il y a les Cinque Terre, qui sont des lieux touristiques très célèbres, reconnus par beaucoup de personnes dans tout le monde, pas seulement les Européens, mais aussi les Américains, les Japonais qui viennent les visiter pendant toutes les périodes de l'année, à l'exception de celui-ci avec la Covid-19. On peut considérer la Spezia comme un point au centre d'un arc côtier entre Gênes et Livourne, la part finale de la Ligurie, aux limites avec la Toscane. C'est un petit peu la fin des Cinque Terre qui sont célèbres à visiter, la Spezia. Oui, elles sont très, très reconnues. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent. Il y a peu de minutes pour y arriver avec les trams, par exemple, mais aussi Porto Venere, Lerici. Ce sont deux lieux qui sont très appréciés dans la mer. Alors, on a la chance d'avoir aussi Valentina depuis l'Ombrie et Michele qui, lui, est en Toscane. Donc, vous ne vivez également, vous, pas loin de la Spezia. Des choses à ajouter, Valentina? Oui, moi j'étais récemment d'ailleurs à Porto Venere et j'avais publié sur notre fil Instagram des stories de l'église de Porto Venere et de son terrain de foot que j'ai trouvé juste en bas, que c'était franchement très chouette, un cadre exceptionnel pour jouer un match de foot. Clairement, c'est un terrain comme ça, un peu bricolé, mais ça m'a touché énormément et j'ai trouvé ça très sympa. D'ailleurs, on pourrait inviter nos amis de diaspora et un jour Velasque a joué là-bas. Si, il faut mettre de côté un peu les genoux, voilà, parce que je pense que c'est un peu dur comme terrain. Et de l'autre côté, en général, je trouve la ville magnifique. J'ai la chance parce que j'ai mon tonton qui habite là-bas, donc je suis allée quelques fois. Eh bien voilà pour ce conseil vacances. Et lorsque les frontières seront un petit peu réouvertes, ça fait partie des lieux qui sont peut-être un peu moins connus de l'Italie, mais qui sont vraiment à faire, et toute la côte, que ce soit de la Ligurie et la Toscane, qui sont vraiment magnifiques. En tout cas, on essaie de rentrer, ou moi, je vais rentrer tout de suite dans notre thème de la semaine parce que, voilà, je suis un peu touchée aussi pour ce qui s'est passé avec les Napoli,
tout le monde le sait. Donc, je suis curieuse de comprendre un peu comment ce match s'est passé. Sur le système de jeu de la Spezia, on pourra revenir après dans la dernière partie, mais l'entraîneur, il a dit, Vincenzo Italiano, que le match à Naples, c'était le pire de la saison. Et pourtant, ils ont ramené 3 points très importants. Donc, c'est juste la faute du Napoli, ou il y a quand même quelque chose qui va au-delà, Gabriele? Alors, on peut dire que Napoli a gâché plein d'occasions pour marquer des buts. Il a raison, Italiano, l'entraîneur, quand il dit que son équipe n'a pas bien joué les matchs, mais on doit aussi dire que lo Spezia, c'est une équipe qui doit ramener des points pour rester en Serie A. On peut dire que le jeu, c'est une façon pour obtenir des résultats, surtout pour les équipes les plus importantes, non pour l'équipe comme lo Spezia qui doit obtenir un objectif très difficile, très compliqué comme c'est en Serie A. On peut dire que les résultats, c'est la priorité absolue. Donc, effectivement, dans cette situation, lo Spezia a recueilli plus de ce qu'il a fait, mais au contraire, dans d'autres occasions, il avait bien joué, mais il avait perdu des matchs. Donc, on peut dire que dans cette situation, il a eu une compensation, non? Les rapports parmi les prestations et les résultats. Oui, puisqu'après un début de saison assez encourageant, lo Spezia est resté sur 3 points seulement en 8 matchs, avec pas mal de résultats décevants par rapport à ce qui avait été produit sur le terrain. Donc, un succès au San Paolo de prestige, mais cette saison, lo Spezia avait l'habitude de jouer à l'extérieur, puisque même ses matchs à domicile ne l'étaient pas vraiment. Le Stadio Alberto Pico a été rénové pour être aux normes de la Serie A, et donc lo Spezia a commencé sa saison à Cesena et a retrouvé son stade seulement le 16 décembre contre Bologne. Alors, Gabriele, quel genre de stade et plus généralement, comment sont les structures du club? On peut dire que pour le Spezia a été très difficile de jouer loin de sa ville parce que Cesena est loin plus de 200 km de la Spezia. Donc, pour l'équipe d'Italiano, il était comme jouer toujours à l'extérieur. Le Stadio Alberto Pico, qui est dédié à Alberto Pico, qui avait été le premier buteur de l'histoire du club, est tombé pendant la Première Guerre mondiale, a été intéressé par une mise à niveau très important pour être apte au request de la Lega di Serie A parce que en étant la première fois que Spezia participe au Serie A, le stade avait besoin de mise à niveau. Donc, on peut considérer le stade comme une belle structure actuelle, moderne, mais il y avait des interventions qui étaient nécessaires. Pour ce qui concerne le centre sportif, il s'appelle Centre sportif Bruno Ferdighini, qui a été ouvert en 2013 et donc c'est le quartier général de l'équipe pour les entraînements. Pas trop loin de le stade. La curiosité, c'est que le stade se trouve au centre de la ville. Il y a un boulevard pour aller à Porto Venere. On peut considérer autre lieu très célèbre, très renommé et que les touristes les aiment beaucoup, moi aussi. Il y a une route, un boulevard qui mène à Porto Venere et le stade, c'est au centre de la ville. Donc, plusieurs fois, il y a des protestations par les habitants parce que quand le Spezia joue, le trafic, c'est bloqué, non? Justement, tu nous as parlé, Gabriele, de Alberto Pico, mais tu peux présenter en grande ligne l'histoire du club de football de la Spezia, créé par un commerçant suisse en 1906. On peut dire que la première fois de lo Spezia était historique parce qu'elle arrive après 114 ans d'histoire, non? Parce que vous avez bien dit, le club est né en 1906. Il avait gagné un championnat. Il y a une histoire très particulière parce qu'en 1944, l'équipe, lo Spezia, formée par des pompiers, avait gagné un championnat d'Italie. On était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces championnats-là n'étaient pas reconnus par la fédération. Donc, c'est un titre particulier. Après presque 60 ans, il y a une reconnaissance de ce titre par la fiducie. Et la curiosité, c'est que lo Spezia, dans les maillots, peut montrer un titre particulier, une forme un peu différente du Scudetto, non? L'équipe qui gagne le titre italien. Et donc, lo Spezia, la ville, les joueurs, les habitants avaient combattu
pouvoir reconnu ce titre-là, il y a une sorte de justice par la FIGC avec le Spezia. Le club, comme beaucoup de clubs italiens, a eu plusieurs refondations. Le club a été refondé pour la troisième fois en 2008 et a vite grandi depuis pour s'installer rapidement en Série B, jouer les playoffs régulièrement. Et donc, après plusieurs tentatives, lo Spezia a gagné ses playoffs l'été dernier. Comment cela a été vécu sur place, Gabriele, entre cette première historique et puis cette période eh bien, avec le Covid où les matchs avaient sans public? Vous pouvez bien comprendre que le soir de la finale de retour des playoffs face à Frosinone, il était le 22 août. Il était vécu comme un événement extraordinaire, non? Parce qu'on était pendant les vagues de la Covid-19, non? Les matchs étaient à huis clos, mais il y avait beaucoup de supporters qui avaient attendu l'arrivée au stade. Les supporters restaient à l'extérieur de stade allumés de fumigènes et vous pouvez bien comprendre qu'après les matchs, il y avait une fête extraordinaire, non? Parce que la ville croyait dans la possibilité de monter en Serie A, même si lo Spezia avait perdu ce match-là, non? Parce qu'il avait gagné l'aller 1-0, avait perdu le retour avec le même résultat, mais pour le règlement, l'équipe mieux placée dans la saison régulière qui était lo Spezia face au Frosinone pouvait monter en Serie A. Lo Spezia était troisième, donc elle avait obtenu la promotion. Plusieurs jours, on a respiré un bonheur incroyable, non? Parce que les supporters étaient habitués à Serie C, Serie B, mais la Serie A, c'est quelque chose, un autre niveau. Et donc, il a été vécu comme un événement spécial. Et aujourd'hui aussi, il a vécu dans cette façon. D'ailleurs, je peux dire que j'ai mon cousin, on parle de, je pense, il y a 20 ans plus ou moins, qui jouait au Spezia, donc quand c'était quatrième division, quelque chose comme ça. Et donc il y a aussi un peu de mon histoire dans l'histoire de la Spezia. Je pense que le seul dommage pour les supporters sera celui de ne pas avoir vu les matchs parce qu'il était à huis clos, non? Donc il était une soirée spéciale, inoubliable, mais avec cette impossibilité, non? Parce que avec les règles pour contraster la COVID-19, il était obligé de rester à l'extérieur. On doit considérer que le stade n'est pas trop grand. Il y a presque 10 000 spectateurs au maximum. Mais c'est une ambiance très chaude. Les supporters, là, ils se font sentir. Et la place de Lo Spezia dans la ville, donc tu le disais, c'est une ville assez petite, avec du tourisme, avec d'autres centres d'intérêt. Est-ce qu'il y a vraiment un fort attachement, au-delà des supporters, vraiment des habitants à leur club de foot? Oui, on peut considérer que pour les événements passés qu'on a déjà racontés, il y a un lien. On doit considérer que Spezia, en étant une ville qui vit un peu de tourisme, du port, non? Parce qu'il y a une situation pour le travail très important et c'est une ville où il y a une forte identité. Les personnes se reconnaissent avec le club, avec son identité, avec ce qu'il veut transmettre au-delà des résultats. On doit dire que les supporters ont été aux côtés de l'équipe, même dans les pires moments, non? Vous avez raconté quand lo Spezia avait dû recommencer aux amateurs et une renaissance. Et en ce moment-là aussi, les supporters étaient avec les clubs parce que la mentalité des supporters est particulière. On est avec l'équipe au-delà du championnat. Il n'est pas la priorité de jouer en Serie A, Serie B, Serie C. C'est mieux, clairement, de jouer les catégories les plus importantes, mais c'est encore plus important de conserver l'identité, de conserver les valeurs. Michele, comment jouaient les Aquile, les surnoms de la Spezia? Spezia est une équipe intéressante, très intéressante. Ils jouent un système 4-3-3 très complexe avec l'accent mis sur le mouvement de la balle. En résumé, l'équipe d'Italiano essaie de monter sur le terrain en déplaçant le ballon à travers leur chaîne externe. Leur première phase de possession, une structure très structurée par l'arrière qui s'appuie sur les défenseurs centraux.
Les défenseurs centraux sont très importants dans la structure de jeu. Italiano aime un style de jeu très offensif. Il aime avoir le contrôle de la balle et dicter les temps du jeu. Spezia a une moyenne de 51,5% de possession de balle. C'est un chiffre extraordinaire pour une équipe qui jouait sa première saison dans la Serie A. Vincenzo Italiano est un jeune entraîneur qui, lui aussi, découvre la Serie A. Il a un passé solide comme milieu dans les équipes des moyens bas tableau de Serie A et Serie B. Son expérience en tant que joueur, puis ses succès comme entraîneur, sont-ils des atouts pour une équipe qui vient de découvrir l'élite? Oui, Italiano est sûrement une des révélations de cette saison. Il a un bon curriculum vitae puisqu'il a remporté la Serie C avec Trapani et la Serie B avec Spezia. Donc, il a littéralement obtenu le droit d'entraîner en Serie A. Et donc, Gabriel est un technicien grandi, mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'homme? On peut dire que Vincenzo Italiano est un entraîneur gagnant, non? Parce qu'il a commencé depuis très peu de temps, mais il a déjà obtenu des promotions, non? L'une c'est de Serie C à Serie B, l'autre de Serie B à CA. On parle d'un entraîneur très capable de se faire respecter par le groupe. C'est un entraîneur qui veut stimuler continuellement tout son effectif et les nombres sont très clairs parce qu'il considère tous les joueurs qu'il a à disposition. La dernière saison, il avait utilisé 30 joueurs et cette année, 34. Donc, un effectif très, très large, mais c'est la conséquence de la volonté de l'entraîneur de rejoindre un objectif avec tous les joueurs. Il considère les groupes comme la priorité. Donc, il se fait respecter. Il est capable de retransmettre ses idées avec le dialogue. Il est convaincant avec la force de l'esprit, la force des mots aussi, de la communication. Il cherche de porter son expérience en tant que milieu de terrain sur les bancs. Et on peut dire que les résultats donnent lui raison. Justement, comme il disait Gabriel, et donc les systèmes prévaut sur les individualités, Michele. Oui, un effectif large. Large est le mot juste. Italiano, habituellement, une équipe récemment promue change son effectif avec beaucoup de nouveaux joueurs ou, alternativement, choisit de confirmer l'équipe qui a gagné la promotion. Spezia a opté pour un compromis. Ils ont confirmé la base de l'équipe qui a gagné la promotion, mais ont également ajouté beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, ils ont mis à la disposition d'Italiano un très grand effectif avec plusieurs joueurs. Et donc, deux Français dans l'effectif, puisqu'il y a le jeune Lucien Agoumé, prêté par l'Inter, qui a pour l'instant peu d'espace au milieu de terrain dans le large effectif de l'Ospezia, et l'attaquant Mbola Enzola, qui lui est arrivé en Italie en 2016. Il a croisé Italiano à Trapani en 2019 en Serie C. Le technicien l'a ensuite recruté en prêt à l'Ospezia en janvier 2020. Il a été déterminant dans la montée en Serie A et encore en cette première partie de saison, puisqu'il a marqué 8 buts et fait une passe en 12 matchs après 16 journées. Il a d'ailleurs été buteur contre le Napoli et également dans l'action du deuxième but puisqu'il trouve le poteau avant que Pogba marque. Donc il a 24 ans et intéresse de nombreux clubs alors qu'il a signé un contrat de 3 ans cet été. Gabriele, est-ce que tu peux me parler de ce joueur? Il a seulement 24 ans, mais pour son vécu, il semble qu'il en a plus de 30, non? Parce qu'il a commencé très, très jeune dans l'Académie de Troyes, l'équipe de Sahil, puis déménagé au Portugal. Il a joué avec l'Académica. Son début face au Porto, puis il est arrivé en Italie. Il a fait beaucoup d'expériences. C'est un avant-centre franco-angolais, mais quand il était au Portugal, quelqu'un disait qu'il pourrait être le nouvel Georges Weah pour ses caractéristiques, comparaison exagérée. Mais il avait des qualités physiques et techniques très importantes. Il a vécu une transformation technique, mais encore plus caractérielle, parce qu'il était en France, il n'avait pas la mentalité du joueur professionnel.
il n'avait pas un comportement irréprochable. Et lui aussi, en interview, il a dit que s'il avait une autre tête, une autre mentalité, peut-être qu'il pouvait avoir un développement différent de son parcours comme joueur. Il a évidemment payé ses erreurs. Il n'était pas toujours concentré sur ce qu'il devait faire. Donc, l'attitude là l'a pénalisé, c'est clair. Mais puis, son arrivée en Italie, il a eu un changement. Je pense que Calabro et puis Italiano, ils sont les entraîneurs décisifs pour l'améliorement d'Inzola. On peut dire qu'il a des qualités physiques et techniques importantes, surtout physiquement. Mais je pense que Italiano a eu le mérite de lui valoriser, donner des responsabilités, de la confiance pour le mettre dans les meilleures conditions pour s'exprimer. Et les buts qu'il vient de marquer sont la meilleure réponse, je pense. Michele, Enzola, il est prêt à passer à un nouveau cap, peut-être vers un gros club? Zola est un élément clé dans l'effectif spezzino. À 24 ans, il est jeune, donc il peut avoir l'ambition de progresser encore et aller à jouer avec une équipe plus importante. Il peut jouer à l'extérieur, mais aussi dans l'axe comme avant-centre. Il est très bon pour attaquer en profondeur. Et on en profite pour vous conseiller la lecture d'ailleurs du portrait de Mbola Enzola sur le site de SoFoot, écrit par notre camarade Andrea Chazzi, qui a réalisé un très bel article, comme toujours, avec notamment bien des témoignages de l'attaquant de Lo Spezia. Je me permets aussi d'ajouter que sur Zola, il y a l'intérêt de plusieurs clubs. Le dernier, c'est peut-être les Naples. Aussi, même si les dirigeants de Lo Spezia ont dit clairement que l'avant-centre restera Lo Spezia jusqu'à la fin de la saison. Puis on verra l'intérêt du Naples, mais aussi les autres équipes sont la conséquence de ce qu'on vient de dire, non? Que c'est un joueur qui a peut-être il rêve de jouer en Ligue des Champions. Je pense que ce n'est pas encore le moment, mais peut-être que ce moment-là viendra pour lui parce qu'encore une fois, il a 24 ans, donc il a tout le temps pour franchir un nouveau palier. Il y a des autres joueurs à suivre, Gabriele? Oui, il a surtout au milieu de terrain, Giulio Maggiore, deux joueurs qui sont nés dans les clubs, ils ont complété la formation, ils sont arrivés l'équipe majeure et c'est une référence au milieu de terrain Maggiore, mais on peut considérer aussi Bastoni comme défenseur. Il y a plein de joueurs. On doit remarquer que le Spezia a renforcé son milieu de terrain avec Saponara qui vient d'arriver de la Fiorentina, donc augmente la technique non, de l'équipe parce qu'on disait toujours que le milieu de terrain de Lo Spezia était très dynamique, très physique, mais peu technique. Mais aussi, il y a un autre avant-centre qui s'appelle Piccoli, qui vient de l'Atalanta, Bergame. C'est un joueur, un jeune qui parle de lui vraiment très bien. Il a joué peu de matchs parce qu'il y a beaucoup des attaquants, non? Beaucoup d'avant-centres pour l'Italiano, mais il peut devenir un joueur très important, très, très fort aussi. Alors, Lo Spezia s'est relancé en battant le Napoli, on l'a dit au début. Découverte de la division, effectif jeune et plutôt sans joueurs de renom. Plus petite masse salariale, au coude à coude avec Crotone, une vingtaine de millions d'euros. Alors, c'est l'heure des pronostics, Gabriele. Lo Spezia va-t-il se maintenir? Et si oui ou non, pourquoi selon toi? Je pense que le Spezia peut rester en Serie A parce qu'il a les joueurs aptes pour maintenir en Serie A. Je pense que l'effectif, c'est meilleur par rapport aux autres équipes. Il y a, je pense, la force de la continuité avec l'entraîneur italiano et avec beaucoup de joueurs parce que pendant cet été, le Spezia a changé un peu l'effectif. Mais il y a
beaucoup de joueurs qui viennent de la Serbie qui ont été très importants pour la montée en Serie A. Il y a une confiance aussi entre l'entraîneur et le joueur. Et je pense qu'on ne trouve pas cette situation idéale des autres équipes qui sont les concurrents de lo Spezia. Donc, on peut aussi dire que les dirigeants étaient capables de ne pas mettre en discussion l'Italiano, même si il y avait des résultats négatifs. Non, il y avait des rumeurs, on disait, mais Italiano peut-être à risque. Non, les dirigeants ont été très clairs en disant que Italiano reste l'entraîneur, même si les résultats ne sont pas idéaux. Puis, le Spezia a gagné face à Naples et donc tout s'est passé de la meilleure façon. C'est clair, c'est bien comment dire, de maintenir un certain équilibre, surtout déjà les changements avec la Serie A, ça a chamboulé beaucoup de choses. Voilà, changer trop et trop vite, ça aide personne et c'est quelque chose qui peut-être il faut réapprendre en général dans les foot. Pour le reste, merci Michael qui a répondu à des questions indifférées pour des questions d'emploi du temps. Et merci Gabriel d'avoir été avec nous et on était très heureux de ce premier échange. Merci à vous pour l'invitation. Merci Gabriel et à bientôt. À bientôt. Su Povega. Vanzula, spiazzato Spina, lo Spezia pareggia la partita, è 1-1. Zola contro Spina, Zola può passare, palo, il pallone rimane lì, Povega, in 10 contro 11, lo Spezia ribalta il Napoli, Tommaso Povega, 2-1. Et on passe à l'espresso de la semaine. Valentina, tu ouvres ce premier rendez-vous de l'année avec... Un doute et un sondage, Cédric, parce que voilà, ces premiers tours de 2021 on m'a laissé un jugement de suspension, si vous voulez qu'on dise comme ça. Dans le sens, on a vu des matchs, je sais pas, des Napoli qui gagnent contre Cagliari et ça semblait les débuts d'une révolution. Voilà, après, on perd contre la Spezia, donc Naples, c'est déjà terminé, c'est le chaos et tout cela. Les Milan qui perd contre la Juventus, donc Milan, on a l'impression, si on lit les journaux, que c'est presque terminé pour les Scudetto. Au contraire, la Juventus, vu qu'il a gagné contre le Milan, que c'était les prétendants jusqu'au jour avant, bon, ils sont revenus, donc c'est bon, tout est parfait. Et comme ça, pour beaucoup d'autres équipes, voilà, on avait parlé assez mal au début de saison de la Roma. Là, l'équipe de Fonseca quand même ramène des points et il est plutôt convaincant. Il y a ces changements en continuation de points de vue, de jugements sur les équipes et pour donner, je ne sais pas, une opinion que ça pourrait être peut-être moins poignant, mais plus réel si on regardait pas juste les moments et pas, je veux dire, si on regardait plutôt l'ensemble du cadre que les moments mêmes. Donc, c'est là que je vous pose ma petite question. Vous pensez que comment dire, c'est pointer des doigts en continuation sur les équipes, ça peut toucher aussi l'équilibre même de l'équipe. C'est clair qu'on parle des joueurs professionnels, donc qui doivent être préparés à ça. Mais cet changement en continu, vu qu'on a l'impression que la plupart des problèmes des équipes, c'est plutôt des problèmes qui viennent de la tête plus que de la tactique. Parce que après, oui, on peut changer un joueur, ça peut changer les formats, voilà, il peut y avoir des ajustements pendant la saison. Mais voilà, je pense qu'il y a une pression, si on veut l'appeler comme ça, dans les médias qui peut être peut-être un problème
c'est pas qu'il faut pas juger, soyons clairs. Dans le sens, c'est le travail des journalistes. Nous aussi, on essaie de se poser, de mettre des points d'interrogation sur certaines choses. Ça, c'est l'essentiel, il faut le faire. Mais d'un autre côté, les changements d'avis qui va trop vite, voilà, c'est ça qui un peu me perturbe. Je sais pas toi, Cédric. Je suis assez d'accord avec toi et puis c'est un petit peu le cas pour tous les clubs. On a l'impression que cette saison, aucun club n'est vraiment serein. Alors il y avait Milan qui, parce que n'avait pas encore perdu, était un petit peu dans ce cas-là. Mais là, c'est une défaite, certes, contre la Juve, mais 3-1, mais avec 6-7 joueurs absents. Donc de là à tirer des conclusions, l'Inter, c'est un peu pareil, qui sortait d'une victoire 6-2. On disait, ça y est, c'est reparti, il n'y a pas de Coupe d'Europe en plus, donc ils vont être champions. Et puis là, ils perdent 2 contre la Sampdoria. Il a raté un pénalty en début de match et un match assez étrange, un petit peu comme le Napoli. C'est le genre de match qu'une équipe normalement doit gagner. Bon, ça arrive de le perdre et on remet beaucoup de choses en question. L'Atalanta, ça a été pareil. Il y a eu un petit passage un petit peu plus difficile en novembre. On disait, ça y est, c'est terminé. Puis là, bon, ils reviennent et on a en fait à nouveau un candidat pour le top 3. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui est vraiment sereine dans l'environnement, que c'est parce que le championnat est encore plus indécis que les années précédentes, puisqu'on voit qu'il y a une lutte à 8 équipes pour l'instant pour l'Europe. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce climat avec des matchs encore plus rapprochés qu'habituellement, puisqu'il y a des matchs tous les 3 jours? Votre avis nous intéresse, donc n'hésitez pas à le partager avec nous. Voilà, on vous aurait comment dire, un petit lien peut-être sous les podcasts et surtout sur Instagram. On va vous mettre cette petite question, un story pour avoir votre avis. Et puis, on vous en a parlé à l'occasion d'un numéro consacré aux droits télé dans le football avec Pierre Maes. La Lega Serie A a préparé son appel d'offres domestique après avoir lancé l'international pour le cycle 2021-2024. Eh bien, l'offre nationale a été publiée en ce début d'année. Eh bien, pour résumer le document en un mot, on peut dire flexibilité. Les combinaisons semblent en effet infinies pour partager le championnat entre les diffuseurs. Il y a donc Sky et DAZN qui sont les détenteurs actuels, mais aussi Amazon qui vient d'acquérir l'affiche du mardi de Ligue des Champions pour la période 2021-2024, ou encore Team, voire Netflix, Disney Channel, qui sont d'autres candidats un peu plus surprenants, mais aussi potentiels, expliqués en début de semaine à Gazzetta dello Sport. Alors, l'objectif est d'encaisser 1,15 milliard d'euros par an, alors que le contrat national actuel donne 973 millions annuels entre Sky, qui verse 780 millions, et DAZN pour le reste. Une légère progression espérée malgré le contexte économique difficile, avec bien sûr la crise liée au Covid, et aussi quelques tensions avec Sky, qui n'a pas versé la dernière partie du contrat de la saison passée. Et puis surtout, nouveauté, la Lega a la possibilité de créer son propre canal et donc de produire et de distribuer les matchs à son ou ses partenaires, puisque pour rappel, à l'automne, on en avait parlé, la Lega a vendu 10% de sa nouvelle société commerciale à 3 fonds privés, CVC, Advent et FSI, encaissant 1,7 milliard d'euros. De l'argent frais et rapide qui permet aux clubs et aux dirigeants de respirer un petit peu, alors que pas mal de clubs ont des difficultés à verser les salaires à la fin de chaque mois. Les offres des diffuseurs sont attendues entre le 22 et le 26 janvier. On vous tiendra informé, car si le suspense est présent dans la lutte pour le Scudetto cette saison, ce match-là est peut-être même vital pour les clubs de l'élite italien qui sont dépendants à 60% en moyenne des droits télé dans leurs recettes. Et vous pouvez retrouver la version longue et écrite de ce sujet sur notre site calcioespresso.com. C'est déjà fini, Cédric, pour notre 15e numéro de la saison, les premières de 2021. Vous pouvez réagir ou nous contacter sur contact@calcioespresso.com et vous pouvez retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur le site calcioespresso.com et notre podcast sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube, Amazon. Et on se retrouve aussi sur Radio Italiana Vera chaque vendredi à 18h, mais aussi très bientôt sur Radio Grand R. Et d'ailleurs, si vous souhaitez participer à l'expansion de Calcio Espresso, apporter votre soutien à ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, Cédric, on se retrouve très vite pour des nouveaux numéros et plein de surprises en préparation. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt. À la prochaine. Ciao.